à tout le monde. Enfin, bonjour à ceux qui vont rentrer petit à petit dans la salle. J'ai ouvert avec un petit peu d'avance. Bonjour Joachim. Ah bah oui, mais c'est vrai que ma caméra n'est pas allumée. Voilà, voilà qui est fait. Bonjour, bonjour. Une petite vérif pour me dire que vous m'entendez bien. Yes. Bon. Eh bien, c'est parfait. Je laisse encore passer les 30 secondes. Ça me fait sourire parce que j'ai la réputation d'être toujours un petit peu en retard dans mes horaires. Donc là, quand je suis 2 minutes en avance, ça me perturbe. C'était ma façon à moi d'être impertinent aujourd'hui. Bonjour, je vois plein de gens passer, donc quelques-uns que je connais bien. Donc, mais bonjour bonjour à eux et bonjour à ceux que je ne connais pas encore. Ok, eh ben écoutez, on va pouvoir démarrer sur enfin je ne sais pas combien d'ailleurs, parce que ça fait maintenant 2 ans à peu près qu'on fait des conférences avec Paul, mon associé, collègue et ami, sur ces sujets de coaching et de coaching d'équipe en particulier. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'impertinence. Voilà, et donc j'ai choisi cette photo parce que je la trouve bien à propos, justement pour illustrer ce que c'est que l'impertinence et ce que ce n'est pas que l'impertinence, puisqu'en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout de tirer la langue au client, mais il s'agit en même temps de ne pas être trop sérieux et de ne pas être trop dans le cadre de référence de nos clients. En coaching, c'est une de nos forces et il faut savoir bien l'utiliser. Voilà, et ben écoutez, si c'est OK pour vous, je vous embarque dans ce petit voyage autour de l'impertinence. Et le temps que ça continue à rentrer pas mal dans la salle, donc vous êtes nombreux aujourd'hui. Merci, merci d'être aussi nombreux présents à ces conférences. Et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. En même temps, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Mais bon, aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire bosser, donc ça va changer un peu. Alors, l'objectif, et je commence justement parce que certains nous suivent depuis longtemps, puis d'autres certainement arrivent là pour la première fois. L'objectif de ces conférences, c'est d'accompagner un élan que nous sentons vraiment et que nous pressentons comme étant durable autour du coaching d'équipe. Et donc, du coup, on a 2 cibles au travers de ça, hein. D'abord, c'est de donner les bonnes clés de lecture aux entreprises. Certains d'entre vous sont en entreprise, certains d'entre vous sont RH. C'est pas les plus nombreux, il y a beaucoup plus de coachs, et ça permet en fait de bien comprendre ce que c'est que le coaching d'équipe. On espère que ça aide à comprendre ce que c'est que le coaching d'équipe et du coup à bien faire la différence entre le coaching d'équipe et tout un tas d'autres formes d'accompagnement collectif qui existent et facilitation, team building, formation, conseil, enfin, il y a plein de façons d'accompagner les collectifs, tout honorable. Mais le coaching d'équipe, c'est une façon spécifique de le faire et donc c'est important pour nous qu'on crée, enfin, en tout cas, on espère de participer à ce mouvement. Le coaching d'équipe est assez peu connu encore dans les entreprises, mais il l'est de plus en plus. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qu'il l'est, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à former sérieusement sur ce métier-là, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 2-3 ans. La plupart des écoles proposaient des cycles de 2-3 jours, enfin, insérés dans leur cycle de formation en coaching, 2-3 jours sur le coaching d'équipe, ce qui, à mon avis, est tout à fait insuffisant pour se former réellement à ce métier, parce que c'est vraiment un métier. Et donc nous, on a envie d'encourager ceux dont le métier est connexe, hein, formateurs, à nouveau, consultants, coach individuel, enfin, tout, facilitateurs, tous ces gens dont le métier est connexe au nôtre, de se former sérieusement, complètement, pour établir le sérieux de ce métier. Plus nous serons nombreux, et finalement, on pourrait toujours vivre le fait qu'il y ait des nouvelles écoles qui apparaissent sur le marché comme étant une concurrence. Bah, c'est une concurrence, mais en même temps, ça veut dire que le métier est en train d'attirer et de créer ses lettres de noblesse. Voilà. Probablement que le coaching d'organisation, effectivement,
comme dit Marie, qui est encore moins connu, va suivre ce mouvement-là ou le précéder d'ailleurs, hein, parce que c'est encore autre chose. Même si tout ça est lié, évidemment, parce qu'on est toujours dans cette posture du coach. Moi, j'ai commencé par apprendre plutôt le coaching d'organisation, puis le coaching d'équipe, puis le coaching individuel. Donc, j'ai plutôt fait le chemin à l'envers de la plupart des gens. Mais bon, c'est pas pour dire que c'est mieux qu'autre chose, hein, c'est juste pour dire que tout peut s'envisager dans ce type de sujet et de formation. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est exceptionnel que je vous demande ça, mais j'ai envie de savoir qui vous êtes, vous. Vous êtes des coachs, vous êtes des coachs individuels, vous êtes des consultants, vous êtes des formateurs, vous êtes des managers, vous êtes des RH, vous êtes des... voilà, donc je vous remercie, si vous le voulez bien, de nous dire qui vous êtes dans le chat, comme ça, je récupérerai ça juste pour regarder un petit peu... merci, pas mal de coachs, mais aussi des RH, effectivement, étudiants, ça c'est sympa. Ok, DSI, oula, là, je peux plus suivre. Ça va trop vite. Donc, je regarderai ça après, à la fin de la conférence. En tout cas, merci de prendre ces quelques secondes pour nous dire qui vous êtes. En tout cas, je vois que effectivement, ce n'est pas que des coachs qui se sont connectés, même s'il y en a une majorité, ce qui est bien normal. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a aussi des managers qui sont là aujourd'hui, un entraîneur de foot, ouais, enfin une entraîneur de foot, enfin, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Mais bon, comme enseignant, entraîneur de foot, deuxième, ah ouais, d'accord, ok. Consultante, formatrice, ouais, donc on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des coachs qui s'intéressent au coaching d'équipe, et donc ça fait plaisir. Voilà. Je vous laisse finir de répondre et je poursuis. Ah, j'ai un souci avec ma barre de tâches. Voilà, l'équilibre qu'on cherche à trouver dans ces conférences, et évidemment, on va pas vous raconter l'histoire. Nous, on a envie de vous donner envie d'aller plus loin avec nous ou avec les autres bonnes écoles du marché, évidemment. Mais en même temps, on a envie, et c'est la promesse, de partager avec vous des concepts d'excellence en coaching d'équipe. Et il y a du corps, âme, esprit dans ce que je vous dis, hein. Le corps, c'est les techniques, l'âme, c'est la posture, l'état d'esprit, c'est l'esprit. Suivant les conférences, on est plutôt sur l'un ou l'autre de ces niveaux logiques, en essayant déjà que ces conférences par elles-mêmes puissent nourrir ceux qui sont intéressés par cette pratique du coaching, mais que ça vous donne aussi envie d'aller cliquer sur le bouton. Donc, on est en train de faire, nous, de notre côté, les entretiens de cooptation pour la 20e promotion qui démarre le 29 mai. Et donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous avez un bouton en haut de l'écran qui vous permet de prendre rendez-vous avec nous, et ensuite, vous arrivez sur un petit logiciel Calendly que vous connaissez certainement, qui vous permet de choisir une date qui vous correspond bien. Vous avez 2-3 questions à répondre qui nous permettent de préqualifier l'entretien, et ensuite vous serez en contact soit avec Paul Deveau, que vous voyez régulièrement, soit avec moi-même, soit avec Ruth, qui intervient aussi très régulièrement dans le cycle de coaching d'équipe, soit avec Thibaut, voilà, soit avec l'un des 4 associés de coaching, de l'école de coaching énergie. Voilà, je rentre dans le sujet, ceci étant dit. Et donc, la pertinence du coach, est-ce qu'elle ne serait pas justement son impertinence? C'est la première partie que je vous proposerai. Donc, on prenne un peu de hauteur sur le sujet. Et ensuite, je vous propose d'examiner ça, de le décliner dans 2 directions différentes. Comment oser l'impertinence respectueuse avec un dirigeant, et comment percer en coaching d'équipe grâce à l'impertinence. Voilà, ça sera la thématique de la matinée et de ces 40 minutes qu'il nous reste à passer ensemble. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être trop pertinent? Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de m'arrêter. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire bosser. Donc, avant moi-même de proposer la réponse à la question, je dis bien proposer la réponse. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est important? Et ce n'est pas juste un jeu de mots qu'on a fait pour que le titre donne envie de se connecter à la conférence. On y croit réellement. Alors, pour créer des déclics, c'est attendu, c'est connu. Tiens, c'est intéressant, ça, c'est attendu, c'est connu. C'est-à-dire, c'est... Non, je vois pas, Benjamin, est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu? Rester en curiosité, oui, effectivement. Bonne façon de permettre au client de s'autoriser, de sortir de sa zone de confort, de chercher des solutions non explorées, ne pas trop inhiber. Oula, mais vous êtes aujourd'hui, vous êtes bavard, donc du coup, j'ai du mal à suivre. Le client sait déjà, le pertinent qu'on va lui dire. Oui, c'est ça, Benjamin, ok, d'accord, c'est ce que je comprends mieux.
convoquer l'enfant libre chez chacun, faire appel à la créativité, challenger, pertinent pour qui. Ouais, bah, dis donc, c'est prolixe. Merci en tout cas de tout ça. Bienveillant et confrontant pour le client. Alors oui, d'ailleurs, la dernière conférence portait sur la confrontation. En construisant celle-là sur l'impertinence, je me suis dit, on est quand même sur des sujets qui sont très très voisins. J'essaierai de faire la différence entre le côté tendre le miroir au travers de la confrontation et puis l'impertinence qui est pas vraiment tendre le miroir, c'est-à-dire que c'est pas forcément par rapport à quelque chose que je vois chez l'autre, mais c'est plutôt pour, hein, et d'ailleurs quelqu'un parlait d'ouvrir l'enfant créatif, c'est vraiment d'ouvrir des possibles en fait au travers de l'impertinence, c'est d'essayer, mais en même temps, souvent, impertinence et confrontation, ça peut faire bon ménage, ça part un petit peu de la même posture. Tout ça est effectivement, comme je le lis là, une manière de laisser de l'espace au coaché, mais surtout, plus que de lui laisser de l'espace, un petit peu donner un peu un coup de pied quoi, pour rentrer dans l'espace de l'impertinence. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté provocation. Il y a pas juste ce qu'on pourrait, ce qu'on apprend et ce qu'on fait très très bien dans le coaching, c'est-à-dire développer une écoute complète, une écoute active sur les 4 niveaux d'écoute. On a fait une conférence sur ce sujet. Voilà, c'est plus loin. Là, il y a quand même aussi une prise de responsabilité du coach au moment où il est impertinent, puisqu'il va assumer l'angle sous lequel il va être impertinent. Alors, moi, ce que j'avais, oui, surprendre avec humour, faire un pas de côté, tout à fait, Simon, je partage complètement ça. Je suis désolé, je n'ai pas pu lire tout ce que vous écriviez, mais je le lirai juste après. Voilà, un point peut-être qui nous pousse à être attentif et à ne pas être trop pertinent, c'est que si je veux être pertinent, or, c'est quand même comme ça qu'on nous a tous plus ou moins formés quand même, hein. Alors moi en particulier, parce que j'ai une formation d'ingénieur, donc là, on nous apprend à être pertinent, à être bien dans le sujet, à être compétent, à appuyer ce qu'on dit sur des faits concrets, à faire des démonstrations, hein. C'est comme ça qu'en France, il y a plein de trucs parce que c'est pas démontrable, on les met de côté parce qu'on veut pas en entendre parler, alors qu'ils sont probablement tout aussi géniaux que les trucs qu'on a pu démontrer, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, plus vous allez chercher à être pertinent, plus vous allez chercher à comprendre tout bien ce que vous raconte le client pour justement être pertinent par rapport à lui. Et donc, plus vous allez chercher à comprendre et plus vous allez avec lui tomber au fond du puits, celui dans lequel il est, lui, parce que s'il est venu vous chercher, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à résoudre tout seul. Sinon, il se débrouille, hein. Il n'a pas besoin de vous. S'il vient nous chercher, c'est parce qu'il a besoin de trouver des solutions nouvelles, de faire le fameux pas de côté, de trouver, d'explorer l'espace des solutions alors qu'il est dans l'espace problème. Et plus vous allez comprendre, donc pour être pertinent, et plus vous allez tomber avec lui au fond du puits. Et une fois que vous êtes au fond du puits, vous êtes comme lui, vous êtes impuissant. Et donc du coup, vous allez vite vous retrouver contraint à donner des avis, voire pire, des conseils. On sait bien qu'en coaching, évidemment, on ne donne jamais de conseils. Enfin, que le premier qui ne l'a jamais fait me jette la première pierre. Elle fera pas mal parce que par vidéo, c'est pas terrible. Mais évidemment, on est bien d'accord que dans notre posture, c'est pas ça qu'on est. On n'est pas là pour ça. Et si on veut être propre dans ce qu'on cherche à faire, eh bien, on n'a pas besoin d'ailleurs de comprendre. Et donc, on n'a pas besoin d'être pertinent. Voilà, être hypnotisé par les coachés. Intéressant comme formulation, hein, mais c'est un peu ça. Voilà, donc bah, l'une des postures, hein, avec ce visage dont on se rappelle tous parce qu'on a appris ça quand on était à l'école primaire, c'est Jean La Fontaine, ou de La Fontaine d'ailleurs. L'une des postures vraiment différenciantes, c'est de savoir travailler son art de l'impertinence. Et je pense que l'impertinence est une forme d'art, c'est quelque chose qui vraiment se travaille, se développe. Les premières fois où on est impertinent, souvent on est un peu, la limite est fine avec j'enfile des gros sabots, je mets les pieds sur la table, etc. Et j'éclabousse tout le monde, et donc du coup, bah, c'est pas impertinent, ça fait juste plotch, et puis ça vient provoquer, et ça vient refermer, parce que ce qui est subtil dans l'impertinence, c'est que, vous le savez, puisque vous vous intéressez à ces sujets, c'est que ce qu'il faut, c'est à la fois percer, mais en même temps, il ne faut pas réveiller l'amygdale qui va résister, et qui va donc du coup va rentrer dans une des 3 postures de justification, d'agression, ou de repli sur soi, parce qu'en fait, ça fait mal. Ce qu'il faut, c'est qu'au travers de notre impertinence, on arrive à ouvrir quelque chose, mais qu'on arrive à l'ouvrir de manière à ce que l'autre
entendre ce qu'on cherche à ouvrir et puissent travailler à partir de là. Voilà, donc c'est en ça que c'est un peu un art, entre guillemets, hein, que ça se travaille, que ça se débriefe, que ça... voilà. Donc il faut à la fois, comme le dit, alors désolé, là, il n'y a que le nom de famille, donc je ne peux pas dire, mais comme la personne qui vient d'écrire, c'est à la fois ne pas être trop lisse, ne pas être trop propre, hein, et puis en même temps ne pas être non plus un trop méchant garçon ou une trop méchante fille qui filerait des coups de pied dans les fragilités qu'on ressent. Parce que c'est quelque chose qu'on voit, nous, comme on est formé à ce genre de choses, assez rapidement, on arrive à sentir quelles sont les fragilités chez l'autre ou dans l'équipe. Et donc, si on va taper dans les fragilités, en fait, on va taper à un endroit où c'est pas centré. Et si c'est pas centré, en fait, la personne ne pourra rien en faire. Elle pourra juste en souffrir. C'est tout ce qu'elle pourra faire. Et effectivement, ce qui risque de se passer dans ces cas-là, c'est que l'homéostasie va se mettre en place. Merci, hein, c'est très interactif aujourd'hui. Et au travers de l'homéostasie, en fait, ça va être une bonne façon de se renforcer dans le comportement qui, du coup, ne changera pas, ne changera plus. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va essayer de travailler dans cette impertinence. Et c'est quoi au juste l'impertinence en coaching? En coaching, alors, notre définition à nous, hein, c'est une manière décalée de questionner pour bousculer le cadre de référence. C'est, vous savez, cette histoire de traces neuronales, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend dans notre construction, on apprend petit à petit à avoir des modes de pensée automatiques, c'est-à-dire tel type de problème égale tel type de solution. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, ça serait l'enfer. On serait tout le temps en train de tout remettre en question. On n'arriverait pas à vivre nos journées normalement. Donc, on a développé des modes de pensée automatiques. Un type de problème égale un type de solution. J'ai faim, j'ouvre le frigo, je vais chercher du fromage, ou je vais chercher du pain, ou je vais chercher un yaourt, ou je vais ouvrir l'armoire parce que j'ai plutôt envie de chocolat, etc. Ou au contraire, je me dis que cette faim n'est que l'expression peut-être d'un manque de quelque chose d'autre, et donc je vais décider de ne pas manger pour nourrir ce qu'il va falloir peut-être plutôt nourrir à la place. Enfin, voilà. Mais tout ça, ce sont des modes de pensée automatiques. Et ce qu'on va essayer, c'est d'aller chercher le mode adaptatif, c'est-à-dire d'aller bousculer et l'ouverture sur tous les possibles. Voilà. Et comme je le disais, en surfant sur la crête de ce que la personne est en capacité d'entendre. Alors, il y a quelqu'un qui dit bonjour, la présentation est sans audio. Si, je ne suis pas en langage des signes. A priori, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, Émile, il doit y avoir un problème de micro chez vous. J'espère que ça va se régler tout de suite pour vous. Voilà, donc l'impertinence, en fait, nous, on considère que c'est quelque part, c'est un peu le souffle vital du coaching. Mais pour ça, il y a un certain nombre de conditions. Là, en l'occurrence, le message, il est pour moi. J'ai plus de batterie. Ça serait dommage. Juste le temps de vérifier que ça a l'air d'être reparti. Voilà. Donc, en fait, l'impertinence, elle permet et ce qu'on veut, c'est créer un mouvement. Et plusieurs d'entre vous ont dit, ça risque de provoquer le déni, ça risque de réveiller l'homéostasie, etc., etc. Oui, donc du coup, il y a quelques précautions à prendre. Et notamment, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est trouver un moment où la personne va être suffisamment dans un état de concentration et de calme qui va lui permettre en fait d'entendre l'impertinence. Donc, notamment en coaching d'équipe, c'est intéressant de ne pas cramer vos cartouches trop tôt ou au mauvais moment. C'est d'essayer de sentir à quel moment vous allez pouvoir être impertinent. À quel moment le groupe est réceptif, ouvert à ce que vous puissiez amener votre impertinence. On verra quelques formes d'impertinence ensuite, évidemment. Donc, du coup, ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, les gens sont pleins. Nous sommes pleins parce qu'on capte de l'information à tout moment de la journée, parce qu'on saute d'un sujet à l'autre, parce que dès qu'on est dans un métro, au lieu de prendre un bon bouquin ou tout simplement faire le vide mental, on a tendance, je dis bien tendance parce que peut-être que ce n'est pas votre cas et bravo, à prendre son portable et puis aller checker des news et répondre à des emails, ce qui fait qu'on a rarement le temps de vraiment respirer et de faire le vide. Or, pour que de nouvelles idées viennent vous enthousiasmer, encore faut-il qu'il y ait de la place dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, pour que vous puissiez les recevoir. Et donc, on va aussi essayer de respecter ces moments de respiration pour que, quelque part,
On parle d'ailleurs d'idées nouvelles, d'enthousiasme, on parle d'inspiration. Mais donc, vous savez, c'est comme quand on fait des exercices de yoga, il y a des choses qu'on peut faire sur l'inspiration, il y a des choses qu'on peut faire sur l'expiration. Ben, ramener des idées nouvelles, donc confronter le cadre de référence et permettre à la personne qui est en face de nous ou à l'équipe qui est en face de nous de s'ouvrir à des nouvelles perspectives, il faut que ça passe par une phase d'inspiration, parce que c'est au travers de cette phase d'inspiration que les idées nouvelles vont pouvoir rentrer et vont lui permettre d'avoir une prise de conscience élargie de tout ce qui est possible au-delà de son mode purement automatique de réflexion et de pensée. Et c'est ça qui va produire une forme d'enthousiasme, parce que vous avez été plusieurs à réagir dans le chat par rapport à ça. L'impertinence qui va toucher quelqu'un dans un moment où il est plutôt dans une phase de fermeture, eh bien en fait va provoquer des phénomènes de protection, et donc va pas du tout ouvrir de la perspective. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse à un moment où il y a au contraire ouverture pour que ça produise de l'enthousiasme, l'envie d'aller plus loin, et donc du coup l'envie de s'engager dans un mouvement, et donc de dépasser ces fameuses croyances limitantes dont on parle souvent quand on est dans le monde du coaching. Voilà un petit peu, hein. Donc c'est une histoire de souffle et de souffle vital. Se laisser, nous souvent on dit un truc qui du coup paraît un peu mystérieux, mais c'est se laisser inspirer. Se laisser inspirer. Donc c'est le coach qui doit se laisser inspirer par les intuitions qui lui montent, mais il doit aussi attendre peut-être le moment où il est possible d'aller inspirer la personne qui est en face de lui ou en face d'elle. Oui, une forme d'appel d'air. Exactement, c'est bien résumé. Voilà, alors du coup, 2 cibles, pour oser l'impertinence, les dirigeants et les équipes. Je vais commencer par les dirigeants, je me suis rappelé en construisant la présentation de ce film extraordinaire, je trouve, et toute cette séquence où, Yves Montand, finalement qui est le valet de Louis de Funès, à la fois se moque de lui et en même temps, bah, fait son job de valet, quoi. Donc à la fois il est dans le contrat de service que le coach a avec son client, et en même temps, il a le niveau d'impertinence dont le client a besoin, même s'il ne le souhaite pas, même si ce n'est pas vraiment très confortable pour lui. Ça fait partie de ce qu'il est venu chercher chez vous, probablement. Et donc, il faut oser cette impertinence, notamment avec les dirigeants. Alors, le paradoxe ou carrément le sophisme, hein, du dirigeant, celui qui peut nous rendre un peu tous fous, c'est que c'est souvent la personne la plus regardée dans l'entreprise, hein. Les gens regardent leurs dirigeants, et moi, je suis encore très surpris, parce que je trouve quand même qu'on a beaucoup, beaucoup évolué dans le management et qu'on n'est plus dans un management pyramidal ou pur hiérarchique, même si il en reste des traces assez fortes à certains endroits, mais c'est plus ou moins différent suivant les cultures. Toujours est-il qu'on regarde toujours le dirigeant, et que, notamment dans les périodes de contraction, dans les périodes un peu difficiles, souvent les gens me disent: «Ouais, il ou elle n'est pas exemplaire», ou au contraire, il ou elle est parfaitement exemplaire par rapport à la situation. Donc le dirigeant est une personne qui est très regardée, et c'est aussi une clé de contact. Si on veut transformer l'entreprise, si on veut transformer l'équipe, et ben, ou l'organisation, c'est important de pouvoir activer la clé de contact. Moi, par exemple, j'ai encore vérifié à mes dépens, il n'y a pas longtemps, et pourtant c'est quelque chose, je pensais, ancré dans les réflexes. J'ai une grosse mission qui est tombée à l'eau, parce que je n'ai pas pensé à aller verrouiller au niveau du comité de direction, au niveau du directeur général, le niveau d'adhésion qu'il avait par rapport à ce projet qu'on était en train de monter. Et en fait, il n'était pas vraiment sponsor du truc. La DRH était très sponsor du truc. Et du coup, bah, à la première sortie de route, le projet, il est passé à la trappe, parce que je n'avais pas été vérifier que la clé de contact était bien enclenchée chez le dirigeant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et souvent, le paradoxe, c'est que les dirigeants sont aussi, c'est pas toujours vrai, les personnes qui résistent le plus fort au changement auquel elles aspirent. Les dirigeants sont souvent des gens qui ont un grand degré de conscience d'eux-mêmes, y compris de leurs failles, y compris de ce qu'il faudrait modifier, et en même temps, c'est pas forcément toujours les premiers à avoir envie de modifier leur propre schéma, leur propre code de fonctionnement. Et donc du coup, là où on pourrait attendre que ce soit ceux qui montrent le mieux ce qu'il faut faire, eh ben, souvent on vérifie que c'est ceux qui montrent le mieux ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, qui va oser le lui dire, ça?
probablement rarement son comité de direction, même si évidemment tout ça ce sont des caricatures et que la vérité est évidemment beaucoup plus diverse que ça, hein. Les DRH parfois jouent ce rôle-là, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les coachs, eux, peuvent le jouer réellement. Alors question d'envie ou question de courage, bah, je ne sais pas, les deux. Question aussi d'en être capable. Souvent les dirigeants ont un modèle de réussite qui est très ancré, qui est très spécifique, sur lequel ils savent pouvoir s'appuyer pour réussir. Mais du coup, il est tellement solide, ce modèle de réussite, que parfois, il devient presque, vous savez, un mur, c'est à la fois quelque chose qui protège, qui permet de construire, et puis c'est quelque chose qui limite. Donc il y a un peu les deux qu'on retrouve dans cette parfois incapacité à voir qu'ils aimeraient le changement chez les autres et pas chez eux-mêmes. Voilà, donc du coup, nous, on a la possibilité de coacher, on a la possibilité d'aider les dirigeants à dépasser leurs égos. C'est vrai que par là, la question de l'ego est forte, hein, chez les dirigeants, la question du pouvoir est centrale. Il faut en tenir compte, mais en même temps, il n'y a pas que des égos qui seraient des mauvais égos, hein. On voit, et je dirais même, moi j'ai l'impression, ça fait 17 ans que je fais ce métier, que je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience et que de plus en plus, il y a des vraies intentions. Et que quelque part, on commence à trouver un certain niveau de conscience de ce qu'on peut appeler les injonctions paradoxales ou les injonctions contradictoires ou les paradoxes auxquels les dirigeants confrontent, pardon, les dirigeants poussent dans leurs entreprises. Et je trouve que ça commence à devenir intéressant parce que il y a des difficultés à recruter, il y a des difficultés à fidéliser, il y a des difficultés du coup à développer le modèle de l'entreprise, et que ça amène un certain nombre de dirigeants à se poser des questions, y compris sur leur propre façon d'aborder les choses. On a créé 3 cercles de dirigeants, un sur Rennes, un sur Paris, un sur Lyon. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'on a des discussions avec ces DRH et ces patrons opérationnels qui montrent que une fois qu'on a dit bah, j'ai du mal à recruter, les jeunes sont plus comme ils étaient autrefois, enfin le truc qu'on s'est toujours dit génération après génération, il commence à y avoir une prise de conscience que probablement il y a des modalités de fonctionnement qui ne peuvent plus perdurer. Donc c'est en ça que le coach peut essayer d'être dans ce déclencheur qui finalement fait gagner du temps et permet d'oser en fait, hein. Or, les dirigeants sont souvent seuls, donc difficile de voir la feuille de salade qui est coincée entre les dents. Même si elle est aussi grosse que ça, il y a des chances qu'avec la langue, vous la sentiez bien. Ils sont sans miroir réel d'eux-mêmes, et donc le coach a un terrain de jeu formidable s'il sait jouer fin. Voilà, nous avons offert à notre PDG un livre Ego, ami ou ennemi. Bah, c'est les deux, hein, évidemment, mon capitaine. Sans ego, difficile de tenir debout et d'avancer dans la vie. Et en même temps, l'ego, il faut s'en méfier à tout moment, à tout instant, parce qu'il peut très vite devenir notre petit diable. Voilà, alors, coacher la solitude des dirigeants, oui, je voulais donner un ou deux exemples. Excusez-moi, je suis désolé, je reviens un tout petit peu en arrière sur cette histoire de sophisme pour l'illustrer par un exemple concret que je viens de vivre. C'est une entreprise, d'ailleurs c'est celle dont je vous parlais, où le projet est mis sur le côté de la route par le dirigeant, et donc j'ai eu la semaine dernière un entretien avec lui. Je verrai si ça permet de le ramener sur la route, hein, ce fameux projet qui est sorti de la route. J'en suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui était évident, c'est qu'il fallait que je joue cette carte de l'impertinence. Et donc, quand j'appelle le dirigeant me dit tu sais, Franck, en fait, ce projet, on a décidé de l'annuler pour une raison bien simple, c'est qu'il y avait 2 projets, il y en avait un pour le siège, le tien, et un pour le réseau, qui était confié à un autre cabinet. Et donc, comme on a des grosses difficultés financières et qu'on a décidé de réduire les coûts cette année à leur strict minimum, les 2 enveloppes de formation, elles étaient financées, mais par contre, ce qu'on n'avait pas financé, c'était tous les déplacements des gens du terrain qui allaient venir en formation ou faire les coachings d'équipe qu'on avait prévus au siège. Et donc, si on annule ce dispositif-là pour les gens du terrain parce qu'on veut qu'ils soient sur le terrain, parce qu'il y a des billets de train ou des billets d'avion, parce qu'il y a des hôtels, parce qu'il y a des repas, etc., eh ben, par souci d'exemplarité, si on l'annule pour le terrain, on l'annule aussi pour le siège.
Voilà. Donc là, j'ai été le challenger sur le côté très communiste de cette décision, sans parti pris. Hein. Le communisme, ça fait partie des idéologies qui ont besoin d'être regardées et qui apportent leur pierre à l'édifice. Mais donc, j'alerte un peu là-dessus. Et puis, je lui dis, et je l'ai invité à faire le contre-pied, c'est-à-dire, et finalement, quel pourrait être le signal très négatif que tu envoies à ton réseau en croyant que tu envoies un signal positif, qu'est-ce que tu pourrais envoyer comme signal très négatif de la même façon? Donc, c'est une des techniques, hein, la technique du contre-pied, qui permet un peu d'impertinence, et qui l'a amené à réfléchir sur le fait que, effectivement, le réseau attendait beaucoup du siège en matière de nouveaux produits, en matière de performance économique, enfin, performance achat, performance de livraison, euh, euh, affiner les besoins des consommateurs, et qu'ils étaient en attente très forte que les gens du siège développent une compétence plus moderne, plus digitale, plus ceci, cela. Et donc, en envoyant le signal que le projet qui visait à faire monter en compétence le siège était annulé parce qu'on annulait celui qui était sur le terrain, on pouvait peut-être envoyer le signal complètement inverse que celui qu'on imaginait comme étant plutôt positif. Donc, c'est important, même si je ne sais pas si j'ai raison ou pas, quand je lui envoie ça, parce qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est juste une question d'envoyer enfin de permettre en fait aux dirigeants, au travers d'une petite provocation, et en l'occurrence c'est ça qui l'avait touché, le côté communiste de sa décision, et c'était d'essayer d'aller ouvrir un axe de réflexion qui n'était pas celui qu'il avait sur la ligne de départ. Voilà. Et puis là, quand on parle quand on parle de la solitude des dirigeants, je voulais l'illustrer par un deuxième exemple vécu il y a 2 ans, je crois, avec le fait que tout roi a besoin de son fou. C'était une mission, une mission, un nouveau dirigeant, en fait, qui arrive et qui succède à quelqu'un qui avait plutôt très bonne presse, quelqu'un qui avait fait un gros boulot pendant 5 ans, même s'il avait, comme tout le monde, ses failles et ses limites, hein. Il avait plutôt su fédérer les équipes autour de lui, il était dans une méthode assez constructive, collaborative, il avait vraiment réveillé son codir, il avait vraiment poussé la boîte à se réouvrir à son environnement, et en 5 ans, il avait fait énormément progresser à la fois le chiffre d'affaires, la rentabilité, mais aussi et surtout, je trouve, les mentalités au sein de la boîte, et du coup, ça se retrouvait, puisque c'est une boîte qui recommençait à attirer des talents à l'extérieur, alors que c'était plus du tout le cas. Donc le gars prend sa retraite, bien méritée, arrive un jeune dirigeant brillant, vraiment brillant. Moi, j'ai été totalement séduit quand je l'ai rencontré. Un jeune gars plein d'idées, plein d'impertinence, justement, capable de voir ce qu'il y avait de bien, mais aussi tout de suite de taper dans les endroits sur lesquels il pouvait peut-être apporter de la valeur. Et il me propose, ce qui est rare, hein, d'ailleurs, parce qu'en général, quand il y a changement de dirigeant, il y a aussi changement de coach. Mais en l'occurrence, il me propose de repartir à l'aventure dans l'accompagnement de ce codir avec lui. Et donc, on monte un premier séminaire qui devait se tenir en début d'année, au mois de janvier. Et dans ce séminaire, il était prévu de travailler sur un SWOT très classique, mais finalement assez intéressant quand même. Et je vois mon gars qui, au bout d'une heure de séminaire, se met. Or, non, c'est un peu exagéré. Je crois qu'on avait commencé en fin de matinée. La séquence de fin de matinée s'était bien passée, mais c'était assez facile. Et puis, dans l'après-midi, on travaillait un peu sur le dur, vraiment sur l'analyse de l'entreprise au travers du SWOT. Et au bout d'une heure, je le vois d'un seul coup prendre la parole pour répondre à une question et ne plus lâcher la parole pendant quasiment 3 heures. C'est-à-dire se mettre à faire un vrai cours. Il se met à faire un cours comme si il savait à la place des autres, et plus de place aux questions. Il y a 2-3 personnes qui ont essayé de l'interrompre, impossible. Moi, j'ai essayé de lui faire des grands gestes. À un moment donné, je dis bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause, parce que je me dis il faut absolument que je fasse un coaching dans le décor avec le dirigeant pour lui faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Il refuse la pause, il dit non, on n'a pas le temps, la pause, on verra ça plus tard. Voilà. Donc il continue, on arrive à 18h, lui complètement crevé, mais voilà, un gars qui prenait très très bien la parole, hein. Et puis qui me dit je suis fatigué, donc du coup je vais marcher un peu. Je lui dis attends, ça serait bien qu'on discute. Il me dit non, on parle. Et en fait, je pense qu'il avait compris qu'il avait fait une connerie toute l'après-midi. Il n'avait même pas envie de regarder cette connerie en face, en fait. Et il n'est pas venu au dîner le soir. Il a prétexté le fait qu'il était un peu malade et qu'il avait besoin de repos pour la deuxième journée. Et donc, je lui fais effectivement un message. Et dans le message, je lui dis est-ce que tu souhaites que demain matin, au petit déjeuner,
tous les deux, on regarde ensemble comment tu pourrais rater ta deuxième journée aussi bien que tu as raté la première. Donc effectivement, là, il y a une forme plus que d'impertinence, presque de provocation. Il a pris le point parce qu'en fait, il le savait il avait foiré sa première journée. Et donc, on se retrouve au petit déjeuner à 7 heures. Et là, on élabore une stratégie. Je lui en propose plusieurs, je lui en propose 4 ou 5. Il choisit l'une de ces 4 ou 5 et il choisit la plus courageuse et il décide de remonter en selle et il décide effectivement de se confronter à l'équipe et de le dire et de dire ce qui s'est passé, de dire ce qu'il avait vécu et probablement l'équipe avait vécu. Il fait une petite régulation super bien réussie et la deuxième journée, waouh, génial. Et tout le monde ressort de là hyper content. Et donc, en fait, j'ai permis à ce dirigeant de sortir de sa solitude et en même temps, c'est ce qui me permet de faire le lien avec le slide d'après, j'ai éprouvé à ce moment-là ce que pouvait être la position éjectable du coach. Ce n'était pas la première fois, mais c'était l'une des fois où je l'ai vraiment éprouvé. C'est-à-dire que j'ai été celui qui a été témoin de sa faiblesse, qui a été témoin de son erreur, et derrière, eh ben, j'ai dégagé. Voilà. Et je m'en suis douté d'ailleurs, hein, quand on a terminé le petit déjeuner le matin, je me suis dit, ouais, bon, ok, j'ai fait mon taf et je suis content de l'avoir fait parce que pour l'équipe, je trouve que c'était plutôt pas mal. Il y a des fois où on rate son truc, là, je pense pas l'avoir raté, je pense l'avoir plutôt réussi. Mais bon, voilà, c'est un client qui a continué à travailler certainement avec des gens très bien par ailleurs, hein. Et puis de toute façon, il faut changer parce qu'à un moment donné, faire du coaching, on ne peut pas en faire justement si on ne veut pas rentrer dans la position conseil trop longtemps avec les mêmes équipes. Moi, j'aime bien accompagner les gens pendant 2-3 ans, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc du coup, position éjectable du coach. Deuxième exemple, pour montrer, hein, soyez proche sans tomber dans l'illusion de l'intimité. Vous n'êtes pas les dirigeants des boîtes que vous conseillez, enfin que vous accompagnez. Et justement, il ne faut pas tomber dans le côté éminence grise qui glisse des conseils à l'oreille. Il faut vraiment travailler dans cette relation de coach. Et je l'ai vécu à mes dépens, alors tout au début, cette histoire-là, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de bosser dans une boîte, c'était une grande boîte, et tout de suite, le PDG de la boîte, à l'issue d'une réunion, m'appelle un soir et me dit, écoute, j'aimerais bien que tu m'aides à préparer mon intervention la semaine prochaine. Et on se met à avoir comme ça un cycle de petites conversations où il m'appelait quand il était à l'étranger dans son taxi. Et il n'y avait pas une réelle demande de coaching, mais en même temps, il me faisait beaucoup bosser dans ses équipes, donc c'était gagnant-gagnant. Et j'ai eu l'impression que je rentrais dans l'intimité de ce monsieur, alors qu'en fait, pas du tout. Et du jour au lendemain, sans que je sache pourquoi, et je ne le sais toujours pas, eh ben j'ai disparu du paysage et puis j'ai arrêté de bosser avec lui. Et je me rappelle parce que un jour, il m'avait dit un truc, il m'avait dit, je ne comprends pas qu'un commercial, puisqu'on parlait de ses équipes commerciales, puisse perdre un client sans savoir pourquoi il a perdu un client. Ça, c'est une faute inadmissible. Donc, le dernier message que je lui ai laissé, c'était un message dans lequel je lui dis, quelqu'un m'a dit un jour qu'il était inadmissible pour un commercial de perdre un client sans savoir pourquoi il l'avait perdu. Et je lui dis, moi, je ne sais pas pourquoi je t'ai perdu, et donc j'aimerais bien savoir. Je me suis dit, là, il ne peut pas ne pas m'appeler. C'est obligatoire, il va m'appeler, et il ne l'a pas fait. Donc l'impertinence, elle a aussi des limites. Comment anticiper ce type de scénario? Franchement, eh bien, justement, là, je ne sais pas. En tout cas, protégez-vous de ce scénario-là en vous protégeant de l'illusion de l'intimité. C'est-à-dire, on est vraiment des fous du roi. Et vous savez, les fous du roi, clac, régulièrement, on leur coupe la tête. Eh ben, je pense que ça fait partie de ce qui va dans notre job. Il faut qu'on l'accepte. Et puis qu'on soit tranquille avec ça, parce que finalement, ça reste la vie, et la vie est diverse, et la vie est faite de mouvements et de clients qu'on gagne et de clients qu'on perd. Voilà. Alors, en l'occurrence, limite du coach face à un imposteur, oui, ça serait tout un sujet. En l'occurrence, les personnes dont je vous parle sont tous sauf des imposteurs, mais on pourrait le... Ah, pourquoi ne l'appelez-vous pas? Parce que je l'ai déjà fait. Ça permet de garder de l'humilité, absolument. Oui, 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 c'est très important. Ça permet de garder sa place, sa petite place, et surtout, justement, de ne pas se prendre pour quelqu'un de puissant, parce que la puissance de la position basse, elle est réelle, mais elle a ses limites. Voilà, ça c'était pour la partie de l'impertinence avec les dirigeants, avec 4 points qu'on travaille, nous, dans nos formations. C'est que pour être impertinent, il faut être bien centré, bien solide sur ses appuis. Il ne faut pas faire ça dans le déséquilibre, sinon ça devient de la vacherie souvent. Hein, c'est quand vous vous sentez un peu pris en défaut, vous croyez que vous êtes impertinent, en fait vous êtes juste vache parce que vous avez envie de faire un petit peu mal. Donc il faut être bien centré, bien calme, bien solide sur ses appuis. Il faut être dans l'amour de l'autre, sans jugement de valeur. Il faut vraiment que vous l'aimiez au sens noble du terme. Il faut que ce soit léger.
surtout pas lourd, surtout pas trop long, très léger, et assumé. Alors c'est la complémentarité du côté, léger, c'est que c'est assumé. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de tester un petit truc comme ça, je l'assume. Voilà, ça c'est 4 éléments de posture qu'on travaille, dans les formations quand on travaille sur la posture d'alignement. Voilà, deuxième petit volet, oui et puis alors, excusez-moi, je découvre, un dernier slide que j'avais oublié, mais, évidemment tout ça c'est une question de posture et d'état d'esprit, mais il y a aussi des techniques, les questions puissantes, le contre-pied systématique, la reformulation orientée sur les contradictions. Par exemple, dire à quelqu'un, «Donc si j'ai bien compris, vous voulez faire beaucoup plus avec moins, tout en prenant soin, absolument de, vos équipes». Voilà. Donc là, je reformule en orientant volontairement sur les contradictions pour que la personne puisse éventuellement, parce que des fois elle ne le voit même pas, hein, puisse voir l'impertinence de cette reformulation. Voilà, et Yvette conclut en disant qu'il faut surtout être soi dans l'impertinence. Oui, c'est absolument vrai. C'est un peu ça le côté centré en fait, hein. C'est quand je suis centré, je suis moi-même et pleinement moi-même. Et du coup, c'est ça qui me permet d'assumer ce que je suis en train de faire avec mon client. Je passe à la partie équipe, rapidement, ce sera plus court, c'est tout pareil. Sauf qu'il y a un point d'attention, vraiment important à avoir en tête, c'est que, vous pouvez vite devenir le bouc émissaire. Alors, la bouc émissérisation, je ne sais pas trop le dire, donc je préfère parler de bouc émissaire. Heu, mais parce que vous touchez au groupe et que le groupe peut être, volontiers, d'accord contre vous pour éviter de voir, et donc effectivement pour, quand on est dans le déni, pour éviter de voir ce que l'impertinence du coach est en train de lui proposer. Alors, je vous propose de jouer avec ce premier exemple. Vous constatez que les consignes que vous proposez pour les travaux en sous-groupe sont systématiquement questionnées, discutées, voire challengées par le groupe avec lequel vous bossez, retardant ainsi de plusieurs minutes le moment de rentrer réellement dans l'exercice. Comment être impertinent face à ce type de situation? Ah, je vois quelqu'un qui se lance. Comme vous avez l'air d'être un groupe très participatif, je pense qu'il va y avoir plein d'idées. Alors, cette personne qui écrit, soit elle hésite, soit elle est en train de nous faire une très longue réponse. Faire redéfinir les consignes par le groupe, oui. Métacom avec humour. Je pense que si vous saviez faire sans moi, j'aurais pu aider une autre équipe. Oui, j'aime bien. Métacommuniquer, oui. Alors, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis sur la métacommunication? Oui, hein, c'est un des. Vous ne pensez quand même pas que je vais faire le travail à votre place? Ouais, ouais, ça peut être. Et alors, en discutant, vous pensez quoi? Que je vais finir par faire le travail à votre place, hein? Demandez pourquoi ces questions avec tact. Alors, oui, 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 prendre un sifflet d'arbitre, fin de la mi-temps, ouais, ça j'aime bien. Je leur demande si ça leur fait si peur que ça. Exactement, on est bien dans l'impertinence. Je vous remercie vraiment de vous engager avec autant d'enthousiasme dans l'exercice. Vous jouez la montre, prenez la parole. Qu'est-ce que vous proposez? Voilà, ok. Donc vous avez, hein, on voit bien que vous avez déjà pas mal d'idées sur ce que pourrait être l'impertinence dans ce genre de situation. Qu'est-ce qui se joue là? Alors, vous voyez, qu'est-ce qui se joue là? On serait peut-être plus dans la confrontation. Je disais que la frontière était fine, mais du coup, je tends le miroir, je montre le miroir, et du coup, je suis plus dans la confrontation de ce qui se passe. Dans fin de l'échauffement avec Jean-Luc, on est plus dans l'impertinence. L'impertinence, elle est plus légère, elle est plus, elle est moins dans je vous questionne en fait. Elle vient produire un petit électrochoc, quoi. Voilà. Communiquer sur la façon dont on communique, ça aussi, c'est très intéressant. C'est plus pour moi, hein, juste une question de définition dans la confrontation. On s'arrête. Il y a vraiment, voilà, si on voulait foirer notre travail, comment on s'y prendrait encore mieux? L'idée, c'est ça. C'est que l'impertinence, elle va jouer, par exemple, moi, ce que je m'étais noté, c'est vous terminez une séquence, et comme ça fait 2-3 fois qu'ils vous font le coup, juste avant la pause, vous leur dites, attendez, avant qu'on fasse la pause, je voudrais vous demander combien de temps vous voulez qu'on se donne tout de suite là pour discuter des consignes de la prochaine séquence. Comme ça me permettra d'ajuster le timing. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de leur demander de répondre à la question, on est en train d'être impertinent, et après, ils décident ce qu'ils en veulent.
ce qu'ils veulent en faire. Soit ils veulent en faire quelque chose, ils vous rentrent un peu dedans, et du coup, là, vous allez métacommuniquer, et là, maintenant, vous allez les amener sur les questions de, bah, finalement, la fois où ça m'était arrivé, ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un grand blanc quand j'ai fait ma petite sortie, grand blanc, puis qui a duré vraiment longtemps, hein, plusieurs dizaines de secondes, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui a dit, ouais, en fait, on fait ça à tout le monde. C'est pas qu'à toi, on le fait à tout le monde. Et je leur ai dit, et donc du coup, c'est quelque chose que vous voulez qu'on travaille? Et ils ont dit, ouais, c'est essentiel. Et donc du coup, on a bousculé l'agenda et on a pris 1 heure pour discuter de qu'est-ce qui les amenait à faire ça, qu'est-ce que ça venait protéger, qu'est-ce que ça permettrait de faire différemment. Et vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux exemples d'insights dans le coaching d'équipe, parce que derrière, et encore des années après, ils m'en parlent. C'est une boîte qui me fait la confiance de travailler avec moi depuis longtemps. Et il m'en parle encore de ce truc-là. C'est-à-dire que ça a vraiment changé la façon dont ils se sont mis à regarder leur relation avec les autres. Voilà, je regarde où on en est du temps. Et donc, j'avais prévu un deuxième exemple, mais je vous laisserai chercher tout seul quand vous recevrez les slides, parce que je voudrais juste terminer et en même temps maîtriser l'horaire. Là aussi, il y a des techniques, il y a des choses qui s'apprennent. Il faut travailler ces métaphores. C'est pas mal d'en avoir quelques-unes dans votre besace. Hein. Vous pouvez utiliser des supports décalés. Nous, on a pas mal utilisé ça pendant un moment, un peu moins maintenant, mais je vais ressortir ça. Des illustrations, des images, vous savez, des images un peu drôles, des extraits de films que vous pouvez avoir préparés à l'avance, parce que finalement, il y a des phénomènes qui se répètent, hein, des fameux phénomènes de groupe dont je parle juste après. Et du coup, si vous savez que vous avez des choses que vous avez observées plusieurs fois, vous pouvez leur proposer au début d'une séquence, tiens, je vous propose de regarder ça. Vous montrer l'image du barde, par exemple, parce que vous avez tendance à sentir qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, c'est le coach qui est un peu pointé du doigt. Bon, bah, vous leur sortez l'image et vous leur dites, tiens, j'avais envie de vous partager cette image. Ça vous évoque quoi? Et puis c'est tout. Vous laissez ça faire son chemin ou pas. Voilà. Plusieurs d'entre vous ont parlé de la fameuse position méta. Oui, ça se travaille. C'est-à-dire que pour être bien impertinent, bien au sens proprement impertinent, il faut se mettre en position méta, parce que sinon vous êtes dans de la réaction. Et le risque, c'est que si vous êtes dans la réaction, vous risquez d'être un petit peu agressif. Ou en tout cas de paraître être en train de vous défendre. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas. Il faut vraiment que vous soyez pleinement centré au moment où vous le faites. Et donc, du coup, il faut que vous gardiez cette position de méta. Et donc, vous ne soyez pas trop dans le contenu et que vous ne soyez donc pas trop dans la pertinence, une fois de plus. Voilà. Et puis après, il y a l'écoute systémique de groupe, quelque chose qu'on travaille, hein, c'est-à-dire quand j'écoute le groupe, mais quand j'écoute pas les mots qu'ils sont en train de dire, quand j'écoute l'atmosphère, l'ambiance, l'émotion, la tonalité, le bruit du moteur, comme disait Olivier de Villard quand on s'est formé avec lui, vous écoutez ce que ça produit en vous. Et vous n'êtes qu'un échantillon de ce que tous les gens qui travaillent avec cette équipe sont, mais en même temps, vous êtes un échantillon, donc vous pouvez vous permettre d'être impertinent à partir de cet endroit-là dans l'écoute systémique du groupe. Voilà. Donc tout ça, ça se travaille. Un exemple de synthèse. Vous faites une synthèse d'entretien à un client. Hein, là, en l'occurrence, j'avais fait des entretiens pour un client. Et ça, c'était mon slide impertinence. J'en mets quasiment toujours un. Et je les préviens. Hein. Je leur dis, permettez-moi un peu d'impertinence. Alors, la plupart du temps, c'est très bien reçu. Puis des fois, vous dégagez, hein, parce que vous avez touché. Et là, en l'occurrence, j'ai failli me faire dégager sur le deuxième point, vous voyez. Indispensable symétrie des attentions. Les directeurs régionaux, c'était la demande. Hein. Vous voulez que vos directeurs régionaux jouent pleinement le rôle de relais des directeurs retail, directeurs France, Allemagne, etc. Est-ce que l'inverse sera également vrai? J'ai failli dégager sur cette impertinence-là. Puis en fait, heureusement, parce que notamment, il y a le patron de la France qui l'a très mal pris. Heureusement, ses collègues des autres pays ont bien vu le clin d'œil qu'il y avait derrière. On dit non, mais ça nous intéresse vachement ce que tu as écrit là. Et ils se sont mis à discuter de ça. Ils en ont fait une condition de réussite. Et donc, vous pouvez l'utiliser à plein d'endroits, cette impertinence-là, évidemment sur la pointe des pieds. Et effectivement, il y a quelqu'un qui a dit il y a une notion de prise de risque. Oui, c'est vrai, il y a une notion de prise de risque, mais en même temps, c'est ça qui fait aussi que ce métier est passionnant. Voilà. Si vous avez envie de participer aux prochaines masterclass, eh bien, elles auront lieu le 2 avril. On travaillera sur le business du coach qui ne souffre pas l'amateurisme. Et puis le 15 avril, donc ça c'est le cycle de conférences qu'on fait sur le fait de réussir dans son business de coach.
Et puis, le 15 avril, on se retrouvera sur la conférence, enfin, sur le cycle d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui fait l'excellence du coach. Et on travaillera sur cette question, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon coach et un coach excellent. Vous nous connaissez peut-être certains, on a pour habitude de ne pas rester figé derrière l'agenda qu'on a proposé. Il est possible qu'on le fasse évoluer, mais enfin, en gros, ça parlera quand même de ces sujets-là. Et puis, une fois de plus, je vous rappelle, si vous voulez faire partie de la prochaine promo, eh bien, c'est simple. Vous appuyez sur le bouton qui est en haut. Cliquez ici et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Paul, avec moi ou avec les deux autres associés de l'école, Ruth et Thibaut. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci de vos merci et puis merci de tout ce que vous avez mis dans le chat parce que c'était super intéressant. Et donc, on a la chance de pouvoir relire ça après. Donc, je vais m'empresser de regarder ce que je vais apprendre moi aussi au travers de vos retours. Dankeschön, bitteschön. Je vous souhaite une belle journée. Ouais, on a des germanophones, des anglophones. Oui, dommage que la partie équipe était si courte. Eh ben, du coup, on essaiera de la développer plus une prochaine fois. Alors, pour ceux qui se sont connectés en retard, ben, il y aura un replay, comme à chaque fois, on vous envoie un lien, on met la conférence sur notre site et on vous envoie, d'ici demain, on vous envoie le replay. À très bientôt, je ferme. Bonne journée.